présents avec nous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici ce soir pour ce moment de partage. Nous allons aborder ce soir un thème qui est la médecine chinoise traditionnelle. Donc ce thème est en fait celui de notre bien-être à tous, celui de notre environnement. C'est avant tout un état d'esprit. Il nous est proposé ce soir donc d'aborder le thème de cette médecine chinoise, ainsi que le taoïsme. Notre conférencier nous arrive tout droit des montagnes du Wudang, où il vit depuis de très nombreuses années. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous interroger sur la nécessité de nous ouvrir à de nouveaux horizons, tels que ces traditions séculaires qui ont fait leur preuve, par-delà les frontières, les cultures et les âges. La médecine chinoise et le taoïsme constituent les bases de la culture traditionnelle chinoise. On dit d'ailleurs que parmi 10 taoïstes, il y a 9 médecins. On peut se demander ce que fait le 10e. Il peut peut-être effectivement se faire soigner, il doit être bien entouré. Je suis assez d'accord avec ça. Pour nous parler de ce potentiel de bien-être dont nous disposons tous, et afin de comprendre comment l'activer, nous allons recevoir Thomas Morillon. Il a suivi le cursus de médecine traditionnelle chinoise à l'université de Shanghai. C'est le Tao qui l'a mené à la médecine. Thomas va dans un premier temps nous faire une présentation générale de ce qu'est la médecine chinoise et son origine, le taoïsme. Ensuite, nous pourrons échanger directement avec lui à l'occasion d'une courte période de questions-réponses. Et après cela, Thomas va nous enseigner une pratique de base qui est une méditation taoïste. Et pour finir, nous vous réservons une surprise. Elle sera aussi créative qu'humaniste. Voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de votre présence. Bonne soirée. Nous accueillons maintenant Thomas Morillon. Bonsoir tout le monde. Je suis très content qu'il y ait autant de monde que ça, ça vous fait plaisir. On va commencer, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le petit film en fait, qui a été fait sur moi. On a réglé plus aigu le système. Ça peut faire. Parce que là, toutes les balances sont au milieu, donc c'est bien. Donc ce petit film là, qui a été fait il y a un an, l'été dernier à Wudang, par une association de Français qui ont été invités à Wudang pour faire un événement qui s'appelle les Passeurs de Culture. Et donc du coup ils ont fait un petit film. Ceux qui l'ont vu déjà sur YouTube, vous pouvez lever la main. Ouais, ça va. Ça va être quand même assez frais. Donc ça dure 10 minutes. J'ai décidé de le passer, il y a 2 choses qui ont été faites depuis, qui sont un peu plus complètes, mais j'ai décidé de le passer quand même, parce que je me présente dans la vidéo, parce que j'aurais pas à refaire après, ou juste à rajouter un petit peu de détails, et 2, parce qu'il y a des vues de l'endroit où je vis à Wudang, donc ça peut vous donner une idée en fait de cet endroit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Morillon, je viens de La Rochelle et aujourd'hui on se trouve donc en Chine, dans la province du Hubei, qui est une province assez centrale, dans la ville de Wudangshan, les montagnes de Wudang. Donc là maintenant on est dans un temple qui s'appelle Yushugong, le temple de jade et du vide.
Donc c'est un temple où restaient les ouvriers qui ont construit tous les temples dans la montagne de Wudang. Donc là on se trouve au pied de la montagne et c'est aussi le centre-ville. C'est un très très beau temple. Alors donc j'ai fait des études de chinois à La Rochelle pendant 3 ans à l'université, donc langue étrangère appliquée aux affaires. Après ça je suis venu habiter en Chine, ça fait donc 11 ans que je suis en Chine. La première année pour survivre c'était de l'enseignement, etc. Après j'ai fait un métier qui me parlait depuis toujours. Je suis devenu magicien, j'ai fait 3 ans de spectacle de magie dans toute la Chine. Après avoir eu un contrat à Macao, quand je suis revenu à Shanghai où j'habitais déjà depuis 3 ans, j'ai voulu m'intéresser à la médecine chinoise et je me suis inscrit au parcours de 5 ans de médecine chinoise à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Donc j'ai suivi le parcours entièrement, j'ai été diplômé en 2012 et pour des questions de politique en fait où la politique a changé en disant que les étrangers ne pouvaient plus pratiquer la médecine chinoise en ayant simplement un diplôme chinois. Je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais pas pratiquer immédiatement. Donc j'ai continué en fait mon cycle d'apprentissage en allant étudier le taoïsme dans 2 montagnes. La première c'est Lushan, dans le Jiangxi, une région du sud. J'ai passé 6 mois dans un temple et 6 mois à enseigner au pied de la montagne. Et puis après, j'ai choisi une autre montagne qui s'appelle Wudangshan, où je suis actuellement depuis bientôt 1 an. Et j'aime beaucoup cet endroit. L'idée dans l'étude du taoïsme, en fait, c'est la recherche du bonheur, hein. C'est tout simple. La recherche de la santé, du bonheur, de la joie, de se sentir bien, etc. Donc le taoïsme propose des moyens pour les gens qui pensent ne pas être satisfaits d'une façon ou d'une autre, d'essayer justement d'aller vers une vie de pleine satisfaction et quel que soit notre niveau, en fait, de vivre bien et dans la détente et dans la joie. Le taoïsme dit que la détente, la joie et le bonheur, en fait, c'est pour tout le monde et c'est pas réservé à une élite ou à une catégorie de personnes et que par l'entraînement à différentes méthodes, notamment à celle du calme, en fait, on peut arriver à apprécier aussi bien notre vie que ce qui nous entoure et vivre pleinement, en fait, sans but particulier. J'ai passé 4 mois dans cette école de septembre à janvier. Donc c'est l'école la plus grosse de Wudang. C'est là où il y a le plus de monde. Maître Yuan est très connu à l'étranger. Il y a beaucoup d'élèves étrangers qui viennent ici. Donc tout se passe très bien. C'est un peu la caractéristique de cette école. En fait, c'est l'imbrication entre les Chinois et les étrangers. En fait, tout le monde vit très bien ensemble. C'est une école basée sur le kung-fu traditionnel, très demandeur en termes d'entraînement, d'échauffement, d'étirement et de basique, plus d'efforts.
Que j'ai restauré en gardant son cachet traditionnel de ferme agricole, en gardant toutes les boiseries, les poutres apparentes. Nous avons 4 chambres d'hôtes, en fait, une salle de méditation de 85 mètres carrés, une terrasse pour s'entraîner à l'extérieur, on a nos légumes, on a tout ça, c'est une condition d'ermitage un peu idéale. J'ai été beaucoup aidé par la population locale et les autorités locales pour arriver à ce résultat. Donc voilà, et en hiver évidemment c'est vraiment les conditions d'ermitage avec la neige, le feu de bois, etc. C'est en fait un peu se couper du monde pour un certain moment, et c'est un endroit calme que j'aime beaucoup, je peux écrire tranquillement, c'est une ambiance que j'ai cherché partout, que j'ai jamais réussi à trouver, donc je l'ai créée en fait ici. Et donc les gens peuvent venir louer des chambres, passer une journée, 2 journées, visiter toute la montagne, visiter tous les temples qui sont très beaux, on a 72 temples ici, et avoir un maître qui vient faire des enseignements sur place à la maison. Je pense que le message essentiel de la culture chinoise, en fait, c'est le calme. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai manqué quand j'étais gamin, en fait. Beaucoup de pression, pas beaucoup de relaxation, etc. Et je pense que ces méthodes, en fait, peuvent être apprises, transmises aux enfants et créer un monde meilleur, en fait, tout simplement, où tout le monde serait avec des vertus qui sont moins guerrières, moins vers l'extension, mais plus vers soi-même, en fait, vers un calme et apprendre à profiter de la vie tout simplement en fait. Voilà le petit film qui a été fait il y a un an, qui résume assez bien la situation en fait. Voilà. Merci. Voilà, ça c'est des vues de Wudang aussi. Ça c'est le temple qui s'appelle le temple du toit doré, qui a été construit ici. Il y a sa réplique dans la cité interdite à Pékin. En fait, c'est quand un empereur s'est mis à vénérer les divinités de Wudang, tout au fond de la cité interdite, il a construit un petit temple fait de bronze et d'or. Il a construit sa réplique qui a été amenée à Wudang et qui a été montée ici. Alors Wudang, c'est pas très haut en fait, là c'est 1636 mètres. Donc c'est pas une montagne très haute. Par contre, depuis à peu près 600 ans, c'est la capitale du taoïsme en Chine. Donc je sais que ce soir le thème de la conférence c'est la médecine chinoise. Donc, je vais surtout parler de médecine chinoise. Mais en fait, pour nous les aficionados, en fait, on essaie de chercher ce qui est le plus à l'origine de la médecine chinoise. Et en fait, c'est le taoïsme. En chinois, on dit Tao Yi Tong Yuan. C'est-à-dire le Tao et la médecine ont la même origine. Donc au début, c'est une médecine des sorciers, des wushus, des sorciers, et après, progressivement, en fait, ça devient une médecine plus simple dans un sens, et qui perd son esprit. Donc là, il y a un courant en fait, de retour à ça, aussi, en Chine, mais comme je vous expliquerai, en fait, par rapport à la médecine taoïste elle-même, c'est des concepts qui, pour nous, qui sont peut-être en recherche de spiritualité, sont acceptables. Pour la Chine, très peu. Pour la Chine, en fait, avec la période maoïste qu'il y a eu, en fait, maintenant, quand on parle de ça, on parle carrément de superstition. Hein, voilà.
Donc l'aspect esprit en fait dans la médecine, et qui pourtant est une composante essentielle de la médecine chinoise, parce qu'on dit dans la médecine chinoise il y a le Qin, Qi et Shen, les trois trésors du corps humain, c'est-à-dire l'essence, l'énergie et l'esprit. Et maintenant on a une médecine qui s'occupe que des deux premiers, en ayant laissé complètement tomber le dernier. En fait, pour une petite partie des personnes, en fait, on essaie de revenir à ça. Et Wudang, c'est le bon endroit pour le faire, en fait. C'est le très bon endroit pour le faire. Donc, voilà, on va commencer une présentation sur la médecine chinoise. Donc, en fait, à la médecine chinoise, il y a 5 composantes. 6 si on divise d'une autre façon, mais 5 composantes essentielles qui sont l'herboristerie, la première photo, l'acupuncture, le massage, la diététique et l'exercice. Donc selon notre plus grand ouvrage de médecine chinoise qui s'appelle le classique de l'empereur jaune, c'est déjà présenté comme ça, ces divisions elles sont déjà présentées comme ça. Je disais 6 éventuellement, si on rajoute les moxa, donc les moxa en fait c'est de l'armoise, c'est une herbe qui s'appelle l'armoise qui est séchée, coupée et mise en bâton en fait, et ça produit de la chaleur. Donc l'armoise c'est une herbe extrêmement yang, qui apporte beaucoup de chaleur. Donc après, sur les points d'acupuncture ou sur les méridiens, en fait, on fait passer la chaleur comme ça, ou alors on a des appareils en bois où on met le bâton de moxa et ça chauffe soit sur le tantien, ce qu'on aime beaucoup comme point, en fait, c'est le hara, la zone en dessous du nombril, pour remonter l'énergie, ou son pendant sur le dos, entre les reins. C'est des points, en fait, qu'on utilise. Donc ça peut être 6 ou 5 catégories, j'aime à dire 5, puisque je mets le moxa avec le massage en fait. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire 7 avec les ventouses. Et puis après, il y a encore plein de trucs. Il y a par exemple quelque chose qu'on voit très peu en Europe, c'est les tables à vapeur de médicaments en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un lit de massage ouvert sur toute la colonne, et le patient se met sur le lit en fait, et on fait chauffer les herbes. En fait, on lui fait une prescription selon sa pathologie, on lui fait chauffer une prescription, et en fait, par le fait que ça ouvre les pores de la peau, en fait, les médicaments rentrent. Ça, c'est moyen qu'on voit très très peu, et qui même en Chine sont pas très fréquents. En Chine, on ne le voit pas dans le public, on le voit dans le privé, ce genre de choses. Parce que ça coûte cher, et qu'il faut des installations spéciales, les hôpitaux ne se lancent pas là-dedans. Le privé, oui. Et ça, par exemple, dans des villes comme Shanghai, où des gens ont de plus en plus d'argent, il y a des personnes qui cherchent ce genre de traitement, parce qu'on a une catégorie, par exemple, de tous les gens qui travaillent dans les bureaux, qui ont beaucoup de problèmes de cou, d'épaule et de bas du dos. Ces gens-là, ils peuvent se payer ce genre de choses une fois par semaine, par exemple. Donc il y a un marché pour ça. Et on a des très très bons docteurs qui sortent des hôpitaux pour aller faire du privé. Je vais essayer aussi, je ne sais pas si on a des praticiens de médecine chinoise dans la salle, je vais essayer aussi de parler un petit peu de la circonstance de la médecine chinoise en Chine, et du peu que j'en sais en France en fait, parce que je ne pratique pas en France, donc je vis la plupart du temps en Chine. Donc je ne connais pas trop la situation sur la médecine chinoise en France. J'ai des échos, je vois un petit peu ce qui se passe, mais je pense, pour les gens qui ne sont pas allés, que la situation de la médecine chinoise en Chine est très différente de ce que vous imaginez en fait. Première chose, un chiffre. La médecine chinoise représente 10% de la médecine pratiquée en Chine. C'est-à-dire que 90% de la médecine pratiquée en Chine dans les hôpitaux est une médecine occidentale. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est une situation qui va évoluer. C'est-à-dire qu'on va aller plus vers la médecine chinoise. Mais la situation actuelle, c'est ça. C'est ça. Donc il ne faut pas se faire d'idées en disant que, bon, c'est vrai que par rapport à la population, c'est vrai que par rapport à la superficie du pays, 17 fois la France,
Voilà. Après, on peut avoir un hôpital, plusieurs hôpitaux en fait, un hôpital, plusieurs hôpitaux de médecine, uniquement médecine chinoise dans des grandes villes, comme par exemple Shanghai, là où j'étais interne ma dernière année, c'est un hôpital que de médecine chinoise, entièrement. Mais on fait aussi des prescriptions de médecine occidentale. Mais là, par contre, c'est... et les autres, en fait, les autres hôpitaux, ce sont des hôpitaux qui sont très carrés, qui sont fixés sur le modèle de l'hôpital occidental, avec les mêmes demandes en termes d'hygiène, que ce soit pratique, etc. Donc notre système marche, donc les Chinois n'ont fait aucun complexe à l'adopter. Et on en discutait tout à l'heure, nous on a moins cette facilité à adopter leurs bonnes choses en fait. Tout ce qui a été bon chez nous, ils le prennent sans aucun complexe. De même, par exemple, c'est Edison aux États-Unis qui a inventé l'ampoule, tous les pays l'ont pris sans aucun complexe. On a quand même du mal à adapter, à accepter certains points de la philosophie chinoise, de la vie chinoise. Je trouve qu'on est quand même assez réfractaire à ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des bonnes choses. Vous savez peut-être que la Chine, en fait, c'est une assimilation. En fait, ça commence près du fleuve Jaune. Les premières tribus, ça commence près du fleuve Jaune. En fait, c'est pris entre deux fleuves. Et après, c'est une assimilation. Soit par la guerre, de temps en temps, mais souvent une assimilation croissante de 56 minorités. 56 minorités qui avaient leurs idées, qui étaient des pays autonomes, qui avaient leurs dirigeants, etc. Et la Chine s'est développée comme ça, en proposant un modèle plus intéressant que ce qu'avaient les gens à la base. Donc en fait, l'ethnie principale en Chine, c'est les Han, et cette ethnie a contenu en fait les 56 autres ethnies. Et donc je pense qu'il faut avoir une certaine modestie et se dire, déjà je pense que l'époque où la France et l'Europe régnaient sur le monde, elle est déjà un peu passée. Et il y a des choses intéressantes, dans la culture chinoise. Donc je pense qu'il faut rester ouvert. Alors après, on a un problème en fait, c'est la culture chinoise et les Chinois. C'est deux choses complètement différentes. Pour ceux qui vont souvent en Chine, vous en apercevez, c'est quelque chose de complètement différent en fait. C'est-à-dire qu'on a une culture plurimillénaire qui est absolument incroyable de justesse sur l'humain, une connaissance de l'humain qui est très profonde, et puis on a la réalité de la vie de la Chine au quotidien, où on est obligé de se battre pour passer dans un bus, où les gens passent devant sans dire quoi que ce soit, jamais un merci. Les gens vous appellent que quand ils ont besoin de vous. Enfin bon, voilà, on a la réalité d'une Chine qui est difficile à vivre au quotidien et d'une culture qui est absolument incroyable. Et donc on a un auteur en fait qui s'appelle Christopher Skipper, qui est un des auteurs les plus connus dans le taoïsme, et qui a dit une phrase qui me touche beaucoup. Il a dit la culture chinoise est quelque chose de trop sérieux pour le laisser qu'aux Chinois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'en occupe aussi. Et donc, moi, c'est par intérêt personnel. Hein. Je fais pas ça par... je sais qu'il y a des bouddhistes aussi. Je fais pas ça par idéal de bodhisattva en me disant je vais pouvoir guérir le monde en allant faire ce genre de choses. C'est pas du tout ça. C'est par intérêt personnel. J'aime ça, ça m'apporte beaucoup. Et après, si je peux le retransmettre aux autres, c'est du bonheur. Mais voilà, donc il y a des bonnes choses dans cette culture. Donc la médecine chinoise, première catégorie, l'herboristerie. Donc l'herboristerie, c'est 80% de végétaux. Ce qu'on prescrit, c'est 80% de végétaux. Après, on a des minéraux. C'est pour tout ce qui est en général, minéraux, c'est tout ce qui calme l'esprit. C'est lourd, donc on a ces propriétés-là. Minéraux, on a des parties d'animaux ou des animaux entiers. Des fois, on a des raisonnements très simples hein, de la médecine chinoise. Par exemple, je me rappelle d'un prof, on se demande des fois s'il se moque de vous ou s'il est réel en fait quand il vous dit ce genre de choses. Il dit, par exemple, tu regardes des chenilles. Les chenilles, bon, ils ont plein de pattes, on est d'accord. Ils sont toujours par terre. Par terre, c'est froid, c'est humide. Ils n'ont pas d'arthrose. Donc si tu fais sécher des chenilles, tu te les fais en infusion, tu n'auras pas d'arthrose. Raisonnement simple à la base.
Le problème, c'est que ça marche. Le problème, c'est que ça marche. En clinique, ça marche. Alors, c'est pas la foi, parce que le patient ne peut pas savoir. Des fois, il ne sait pas ce qu'il y a dans la prescription. Non, on peut lui faire une ordonnance et puis lui, il ne connaît pas les herbes, il ne connaît pas les noms, il suffit qu'on ait changé le nom, ça ne va pas être chemin, ça va être un autre nom, un nom un peu plus poétique, un nom que l'on utilise dans les hôpitaux. Nous, on sait, eux, ils ne savent pas. Et la préparation, donc une préparation de médecine chinoise, normalement, ça arrive comme ça. Ce qu'on consomme, ça arrive sous cette forme-là. Pas très pratique à faire, par contre très efficace. Ça, donc, c'est à faire bouillir. On a un paquet par jour. En fait, le médecin vous fait une prescription avec soit une ordonnance classique, soit une ordonnance qui est faite un peu sur mesure, en général sur mesure. Et par exemple, 3 grammes de marouang, une herbe, 6 grammes de guizhi, une autre herbe, etc. Donc il y a un grammage en fait qui est fait. Après, on met une feuille par jour. Par exemple, en général, si on respecte les principes, ce qui n'est pas fait en hôpital, mais si on respecte les principes de la médecine traditionnelle chinoise, on prescrit que pour des très courtes périodes. Par exemple, 3 jours. 3 jours, 6 jours maximum. Si déjà on est à peu près sur notre coup, on va faire un 6 jours. Mais normalement, c'est 3 jours, parce que la pathologie, le problème de la personne va évoluer avec ce qu'on va lui donner. Donc, il faut qu'on réévalue dans 3 jours. On réévalue par la prise du pouls. Je vais parler des méthodes de diagnostic de la médecine chinoise, on en a 4. La prise du pouls, c'en est une. Donc normalement, on réévalue en fait. Donc ça, c'est par exemple 3 paquets pour 3 jours. On va faire bouillir une première fois, on obtient à peu près un bol de liquide. On fait bouillir une seconde fois, ça diminue, ça bout à peu près 1 heure à petit feu. Pas facile à faire, c'est assez compliqué. Deuxième fois, on a un deuxième liquide, on a encore un bol. On remélange ces 2 bols ensemble, on les resépare, un bol le matin, un bol le soir. Donc c'est pas très facile à faire, mais bon, les Chinois ont l'habitude. Après, faire une préparation comme ça, si vous le faites, vous faites autre chose en même temps, ça va, quoi. Vous mettez sur le feu, vous faites autre chose, donc ça va. Mais c'est pas, par rapport à la médecine occidentale où on prend un petit cachet, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Là, il y a du travail. Ça, c'est la meilleure façon d'utiliser les plantes, dans le sens où elles vont être assimilées tout de suite par le corps. Dès qu'elles vont être bues, elles vont être assimilées. Donc, on a d'autres formules qui peuvent être les herbes réduites en poudre et mélangées avec un peu d'eau. On a un procédé assez nouveau qui a au moins 6-7 ans, qui vient de Hong Kong, qui a l'air de marcher assez bien, qui augmente le prix de l'ordonnance. C'est en fait de faire bouillir, c'est l'hôpital qui le fait pour vous, il fait bouillir votre préparation et en fait il l'assèche et il récupère une espèce de poudre qui est restée sur le bord du chaudron en fait.